Good. Ouais. Bonjour tout le monde. Je me présente Vincent Marquis, physiothérapeute pour les cliniques de physiothérapie PCN. Aujourd'hui, je suis en présence du docteur François Marquis, orthopédiste, avec plus de 30 ans d'expérience qui pratique ici dans la région de Québec. Aujourd'hui, on a décidé de prendre le temps de discuter, d'avoir une discussion entre physiothérapeute et chirurgien sur un sujet qui nous passionne les deux, sur lequel le docteur Marquis a développé une expertise assez impressionnante depuis plusieurs années et moi, depuis quelques années, un intérêt par rapport à ce type de blessure-là, avec blessure au niveau du ligament croisé antérieur. L'idée du petit projet qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment de faire un échange d'opinions entre physio et orthopédiste, un peu de la prise en charge de A à Z de la problématique d'une blessure au ligament croisé antérieur, donc du moment que ça arrive jusqu'à temps que les gens un peu s'en remettent. Puis aussi un peu dans le contexte, on voulait faire aussi une petite parenthèse dans le contexte qu'on vit en ce moment de la pandémie, un petit peu qu'est-ce qui se passe avec tout ça, les gens qui ont subi dernièrement une blessure au ligament croisé antérieur, les gens qui sont en attente d'une opération, par rapport à la situation des chirurgiens comme le docteur Marquis, savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça change en ce moment. Fait qu'on va se faire une petite parenthèse avec ça pour commencer. Fait que je vais passer la parole justement au docteur Marquis, savoir un peu pour lui, les dernières semaines dans sa pratique, ça a changé quoi? Qu'est-ce que les patients qui sont en attente d'une chirurgie au ligament croisé, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre par rapport à les prochaines semaines? Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, ça me fait plaisir de collaborer avec Vincent aujourd'hui dans cette situation, dans cette discussion par rapport aux blessures ligamentaires. Le contexte actuel rend les gens peut-être un petit peu inquiets, insécures par rapport à des blessures récentes ou encore par rapport à des réadaptations sur des chirurgies relativement récentes qu'on a pu faire cet hiver avant la situation actuelle. D'abord, c'est important de toujours mentionner qu'une blessure de ligament croisé, c'est une blessure qui nécessiterait un traitement éventuel selon l'instabilité résiduelle. Alors, il faut éliminer le côté urgence de la condition. Alors, évidemment, ceux qui sont en attente d'être opérés s'inquiètent. Moi, ce que je veux leur dire, c'est surtout de ne pas s'inquiéter par rapport à l'articulation même ou à la blessure. On est capable de les traiter éventuellement. Le côté un peu dommage et peut-être désagréable, c'est que plusieurs de ces sportifs-là, de ces athlètes-là, peuvent éventuellement retarder un retour au jeu éventuel, ce qui peut compromettre une saison prochaine, automne, hiver et peut-être même l'été prochain, compte tenu de la situation. Pour ceux qui ont été opérés dans les dernières semaines, les derniers mois, bien, au moins j'ai pu avoir des contacts téléphoniques assez réguliers. C'est des gens qui ont malheureusement pas autant d'attaches avec leurs équipes de physiothérapeutes. Donc, pour certains, ça les inquiète, mais au moins, il y a certaines téléconsultations qui ont été faites, ils ont des programmes d'exercice qui ont commencé. Évidemment, les plus inquiets se sentent un petit peu plus abandonnés, alors que les gens qui sont un peu plus motivés, disciplinés, peuvent adhérer à leur programme d'entraînement et d'exercice qui a été enseigné déjà. D'ailleurs, c'est ça, de notre côté en physiothérapie, on offre des services de téléréadaptation. De mon côté, j'essaie de continuer à faire mon suivi avec mes patients. C'est sûr que cette pandémie-là ralentit un peu ce qui se passe dans le monde, mais il faut quand même trouver une façon d'optimiser la progression de la réadaptation au niveau du genou. Donc, d'envoyer des programmes d'exercice, s'assurer d'avoir un visuel, qu'on a une évolution favorable. Fait qu'encore là, comme tu disais, on veut s'assurer que ces gens-là ne seront pas trop retardés dans leur retour au jeu, leur retour à la compétition. Puis, c'est ça. Toute autre personne aussi qui a des questions, nos services restent ouverts, puis on veut essayer de maximiser ça. C'est sûr que les gens sont bien pris en charge. Rentrons dans le vif du sujet, donc la prise en charge des blessures au ligament croisé antérieur, puis un peu cette gestion-là. Je vais commencer par énumérer quelques chiffres, quelques statistiques que j'ai sorties de la littérature.
juste pour montrer que c'est une blessure qui est quand même importante au niveau du genou. Là, aux États-Unis, là, par année, là, c'est plus de 150 000 blessures aux ligaments croisés qui arrivent annuellement. Blessure qui, des fois, peut surprendre du monde, mais la majorité du temps va arriver sans traumatique direct, sans contact avec quelqu'un d'autre. Donc, environ dans 70 des cas, c'est une blessure qui arrive sans contact. Ça va être juste 30 du temps que ça va arriver avec un contact. Si on parle peut-être plus un peu de la chirurgie, ça va être surtout de ce qu'on va discuter là, aujourd'hui. Il y a quand même là, un bon pourcentage de gens qui vont rester avec des symptômes au niveau de leur genou. Fait que dépendamment des études, un 25 à 45 des gens vont rester avec des symptômes avec leur genou opéré. Et malheureusement, on a quand même un risque important d'augmentation d'arthrose après l'opération, 10 à 15 ans suite à la chirurgie. Là, on va aller chercher quasiment un 50 de plus de risque de développer de l'arthrose au genou. Si quelques chiffres là, par rapport au retour au sport, encore là, dépendant des études, ça peut varier de quelques pourcentages, mais on parle qu'à peu près 80 des gens vont retourner au sport. Il y a 65 qui vont venir à un niveau qui va être à peu près pré-blessure. Fait qu'avant qu'ils se blessent, vont revenir à ce niveau de sportif-là. Puis plus par rapport aux athlètes, au niveau de la compétition, c'est 55 des gens, des athlètes qui vont revenir à la compétition. Donc, ça reste que c'est une chirurgie qui arrive souvent, mais c'est presque une personne sur deux qui va être capable de revenir au niveau compétitif qui était avant la chirurgie. Et avant qu'on commence à discuter, dernière petite statistique ou chiffre à vous donner, surtout chez les jeunes, puis on dirait, on pourra en parler avec le docteur Marquis aussi par la suite, mais bien sûr qui arrive de plus en plus fréquemment chez les jeunes sportifs. Malheureusement, c'est un peu cette catégorie d'âge-là qui reste à risque de se blesser là, par la suite. On a quasiment, chez les jeunes de moins de 20 ans qui retournent à leur sport suite à une chirurgie au ligament croisé, on a à peu près 25 avec 1 sur 4 qui va se reblesser à son genou. On parle à peu près là, 6 fois plus de chances de se reblesser au même genou, puis 3 fois plus de chances là, de se blesser au genou opposé. Donc, c'est quand même beaucoup de chiffres qui nous disent que cette blessure-là, c'est une blessure qui est quand même importante, qui peut amener quand même des conséquences importantes. Donc, il faut trouver une façon d'optimiser, soit par une chirurgie, soit par une bonne réadaptation, un bon suivi, d'optimiser un peu cette prise en charge-là pour minimiser le plus possible les risques de reblessure, puis augmenter, maximiser dans le fond le retour soit au sport, à la compétition quand on parle des athlètes. Puis je vous disais, monsieur, madame, tout le monde, c'est un peu de revenir à leur fonction. Fait que remettre un genou qui est le plus fonctionnel possible. Peut-être des choses à rajouter par rapport à ça, ces chiffres-là. Cliniquement, c'est-tu des choses que tu vois passer là, dans tes bureaux? Oui, mais je pense que le message important ici, à la base, une déchirure du ligament croisé antérieur, c'est une blessure majeure. C'est une blessure sévère au niveau d'un genou. Des fois, on a peut-être tendance un peu à minimiser ça parce qu'on se fait dire, bon, ils vont l'opérer, puis ça va bien aller, puis il va recommencer sa vie normale. Mais effectivement, la blessure majeure a été suffisamment sévère dans un contexte soit contact ou soit une torsion subite d'un genou qui a blessé et arraché complètement un ligament qui peut avoir blessé secondairement des ménisques et si on a tendance à les sous-estimer. Les blessures méniscales associées aux lésions ligamentaires vont rendre la situation encore plus difficile à récupérer et les conséquences futures sont plus sévères. Tout l'aspect contusion du cartilage qui survient au moment de la blessure peut aussi, dans les années suivantes, créer ce phénomène d'arthrose-là qui, malgré peut-être une excellente chirurgie et une bonne réadaptation, on ne peut pas nécessairement toujours prévenir cette problématique-là. Donc, moi, je suis d'accord dans l'idée que si on doit aller à un geste chirurgical, c'est dans l'objectif d'améliorer la stabilité du genou. Par contre, il ne faut pas nécessairement promettre toujours le miracle. Fait, évidemment, plus les exigences ou les demandes sont importantes, donc évidemment, un athlète de pointe et de haut niveau
récupérer un genou suffisamment solide sur le plan mécanique, tout en donnant exactement la même confiance qu'auparavant pour le sportif. C'est ce qui fait que certains ont de la misère à récupérer un momentum sportif aussi intéressant qu'autrefois. Excellent. Donc, si on commence par le commencement, le genre de... Qu'est-ce qui va amener le genre de traumatisme qui va amener ce genre de blessure-là? Je vais te laisser commencer. Juste, un peu qu'est-ce qui peut se passer au niveau mécanique, dans quelles circonstances on peut suspecter une blessure au ligament croisé antérieur. Bien, la fonction propre du ligament croisé antérieur, c'est évidemment de retenir le tibia sur le fémur, surtout dans les mouvements de torsion et les mouvements antéro-postérieurs. Évidemment, on a dit tantôt au niveau des statistiques que les blessures par torsion, donc on appelle ça un mécanisme indirect, sont plus fréquentes. C'est souvent l'athlète ou le sportif qui va avoir le pied complètement fixé au sol alors que son corps va tourner un petit peu autour du genou. Les gens nous le décrivent quand même assez bien. Ils ont vraiment l'impression que le genou est parti d'un côté puis la jambe est partie de côté. C'est une blessure qui est à peu près immédiate dans la sensation de ce qui peut se passer. C'est rare qu'un sportif va continuer son activité physique puis qu'il va se rendre compte une semaine après qu'il s'est blessé le ligament. Là. Habituellement, c'est une entorse assez sévère pour arrêter l'activité de façon immédiate. Les gens vont sentir des fois un craquement ou un pop dans le genou, vraiment comme s'il y a une corde qui lâchait. Souvent, ils vont avoir un gonflement assez rapide parce que le ligament, quand il arrache ou il déchire, il va se saigner dans le genou. Donc, ça va faire une hémarthrose, c'est-à-dire un gonflement avec du sang dans le genou. Et même des fois, au début, ils vont ressentir une certaine forme d'instabilité. Mais il faut dire que l'instabilité est peut-être en relation aussi avec la douleur, ce qui fait que le mécanisme musculaire de protection est un petit peu moins adéquat dans les premiers jours, si on veut. Ça va être souvent des gens qu'on va en clinique, qu'on va voir là, quelques jours après le traumatisme, qui vont nous expliquer un peu ce genre de phénomène-là. On dirait que mon genou, j'ai senti un pop dans mon genou, torsion, genou qui a gonflé. Idéalement, ce qu'on va essayer de rechercher à faire dans les premières semaines, c'est vraiment d'essayer de contrôler beaucoup le phénomène de l'entorse au genou. Tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est douleur, mobilité. Fait que tranquillement, essayer de remettre un genou qui est fonctionnel. Des fois, un diagnostic qui, en aiguë, n'est pas toujours facile à faire avec nos tests, vu que souvent le genou est gonflé. On a aussi des gens qui ont beaucoup d'appréhension. Fait qu'évidemment, quelqu'un qui a mal se laisse moins mobiliser, manipuler le genou. Je dirais que classiquement, ça prend à peu près 4 à 6 semaines à essayer de remettre un genou qui va être un peu plus fonctionnel. Puis tranquillement, nos tests vont devenir de plus en plus précis, de plus en plus efficaces pour tester l'instabilité au niveau du genou. Le diagnostic va se faire beaucoup par rapport justement à nos tests, à un peu l'historique, l'histoire de l'événement, ce que la personne va nous rapporter aussi. Ce qui nous amène un peu à justement comment on va faire ce diagnostic-là. Est-ce qu'on a besoin d'aller passer un rayon X? On a-tu besoin d'avoir une confirmation à l'IRM, à la résonance magnétique? Peut-être nous glisser 2-3 mots là, par rapport à l'imagerie puis au test diagnostique qu'on peut faire pour bien identifier une lésion ou une atteinte au ligament croisé antérieur. Avec la description de ce qu'on a dit tantôt au niveau de l'entorse sévère, juste par l'histoire, déjà, on peut se faire une très bonne idée. La description de l'entorse sévère qui limite immédiatement l'activité physique avec un gonflement et une sensation de pop dans le genou, dans 80% des cas, il y a un croisé antérieur qui est déchiré. Donc, l'histoire peut nous aider. Si on a la chance de pouvoir voir le patient rapidement, et si on a une certaine expertise dans l'examen physique par des bons médecins en médecine du sport, des physiothérapeutes qui sont habitués à faire des couvertures d'événements, évidemment les orthopédistes qui sont habitués à traiter ce genre de lésions-là, l'examen physique rapide peut nous orienter assez facilement sur le diagnostic. Évidemment, la douleur, le gonflement, quelques jours après la blessure, des fois, il y a plus de difficultés à examiner parce que le patient est définitivement moins confortable que dans les premiers 24 heures.
évidemment, les imageries peuvent nous rendre service. D'avoir un rayon X peut nous assurer qu'il n'y a pas de fracture, mais il y a des éléments par de petits arrachements osseux qui peuvent nous guider au moins. Je pense que c'est un examen de base qui devrait se faire assez rapidement dans un contexte d'une entorse majeure comme ça. Pour ce qui est de la résonance magnétique, c'est un très bon examen au niveau des tissus mous. Mais il faut faire attention aussi de ne pas avoir une surinterprétation des examens, surtout lorsqu'on les fait rapidement. Ça a toujours l'air plus épeurant lorsque c'est fait rapidement. Mais je pense que l'objectif, c'est de voir ce ligament croisé antérieur-là si on a un doute dans notre diagnostic clinique, mais aussi regarder et identifier s'il y a des lésions méniscales associées. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument se jeter sur un genou qui a des blessures ligamentaires ou méniscales absolument en chirurgie. Là. On traite un genou sur le plan fonctionnel et c'est pour ça que peu importe ce qu'on va découvrir sur la résonance magnétique, il faut s'adapter au client puis traiter d'abord la blessure, le côté inflammatoire et une certaine récupération fonctionnelle pour retrouver un genou qui a de l'allure. Par la suite, c'est là qu'il faudra discuter en fonction de la clientèle qu'on veut traiter, si on veut être un peu plus agressif dans un traitement chirurgical ou si un traitement conservateur bien établi avec un bon programme de réadaptation peut être suffisant pour la fonction de l'individu en question. Puis c'est intéressant, je reviens, tu parlais de vos fractures plateau-tibiales. Cliniquement, c'est beaucoup, l'impression que c'est, dans les dernières années, beaucoup de gens vont venir avec une lésion au ligament croisé antérieur avec des douleurs un petit peu en postéro-latéral. Des fois, qui peut un peu biaiser des fois notre interprétation. Une rupture au ligament croisé antérieur peut amener un peu d'instabilité aussi latérale. Des fois, de faire attention que finalement, ce n'est pas parce qu'on a une douleur en postérolatéral avec une légère instabilité latérale qu'on a une entorse au ligament collatéral externe. Donc, souvent, des fois, moi, ça m'allume une cloche de dire, OK, c'est sûr qu'il faut que tu ailles vérifier le ligament croisé. C'est avec le genre de traumatisme et le genre de site de douleur, ça peut nous amener à ce genre de diagnostic-là. L'autre point que tu mentionnais aussi, puis on arrive vers là, bon, est-ce qu'on vers où on va aller suite un peu à notre hypothèse diagnostique si on s'en va vers, si on suspecte une atteinte au ligament croisé antérieur. Dans notre approche en physiothérapie, puis c'est ce que j'ai tendance à dire beaucoup à mes patients, c'est de peu importe ce qui va arriver, il faut vous remettre un genou le plus fonctionnel possible à court, moyen terme. Puis c'est un peu avec le temps qu'on va arriver un peu au Y de savoir, bon, qu'est-ce qu'on a de besoin. Fait que la préparation, qu'elle soit préopératoire ou juste une réadaptation qui va nous amener à un genou qui est fonctionnel, elle est super importante. Elle fait un peu partie de ce processus-là de prise de décision qui va nous amener soit vers un peu la branche qui va nous amener vers une chirurgie si on reste avec de l'instabilité, ou soit à juste continuer à bien s'entraîner et à faire ce qu'on a à faire. Puis on remarque là, dans les dernières années beaucoup plus d'études par rapport à des interventions plus conservatrices, une approche plus conservatrice là, chez les gens qui ont des ruptures au ligament croisé antérieur. Puis souvent, avec un bon programme d'exercice, une bonne prise en charge en physiothérapie, on est capable d'aller chercher un bon succès, puis remettre des gens qui sont capables de reprendre une grande majorité de leurs activités, puis être très heureux dans leur vie. Donc, au bout du compte, qui on va finir par opérer un peu? Qu'est-ce qui vont être nos critères pour dire que cette personne-là, pour optimiser sa qualité de vie, on va le diriger vers un peu l'option de la chirurgie? Ça, c'est probablement, tant qu'à moi, la partie la plus importante de la discussion qu'on peut avoir après-midi. On ne traite pas un ligament croisé déchiré, on traite une personne qui a un ligament croisé déchiré. Donc, la résonance magnétique, comme on parlait tantôt, ne deviendra pas une indication chirurgicale parce qu'on a un diagnostic positif de croisé antérieur. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est quel type de client qu'on a. Et là, ça veut dire son travail, ses activités sportives, les objectifs dans sa qualité de vie, dans ce qu'il veut faire éventuellement.
Puis aussi, regarder le genou lui-même, de faire une corrélation entre ce que l'image pourrait nous donner lorsqu'on a un croisé déchiré sur résonance magnétique et quel sera le degré d'instabilité qu'on peut aller chercher. L'autre chose qu'on veut vérifier aussi, y a-t-il des lésions secondaires associées? On parlait des ménisques tantôt, qui peuvent peut-être nous augmenter le degré d'indication opératoire parce que les lésions méniscales mal traitées ou non traitées peuvent avoir des conséquences quand même assez importantes. Et là, rendu là, bien, ça dépend. Si on a un athlète ou un sportif qui fait des activités physiques avec beaucoup de sports de torsion, d'impact, c'est peut-être quelqu'un qu'on va vouloir opérer quand même dans des délais relativement rapides. Alors que certains autres patients, ce qui peut représenter beaucoup de patients, on peut être patient encore, on peut leur donner du temps de réadaptation et traiter l'instabilité résiduelle si c'est le problème résiduel. J'ai toujours un peu de difficulté à opérer un genou qui fait mal. J'ai plus de plaisir à opérer un genou instable parce que je sais que c'est avec ma technique chirurgicale que je peux améliorer la stabilité. Alors que lorsque c'est juste une espèce de douleur résiduelle, j'ai beaucoup plus d'inquiétude à savoir est-ce que je vais être capable de régler cette espèce de douleur ou on va appeler ça un rhumatisme résiduel dans un genou euh, désagréable. On va venir tantôt peut-être un petit peu à la discussion sur les techniques chirurgicales. Le mot le plus important que je vais discuter avec les individus, avec les patients, c'est reconstruction. Actuellement, l'aspect plus moderne, si on veut, de nos façons de traiter, c'est une reconstruction ligamentaire et non une réparation ligamentaire comme on faisait il y a 30-40 ans avec des résultats décevants. Donc, la reconstruction peut se faire rapidement dans les semaines qui suivent la chirurgie, mais elle se peut faire dans les mois et même parfois dans les années après la blessure. Donc, le mot reconstruction est important. C'est là qu'il faut essayer de calmer l'inquiétude d'un patient qui a un diagnostic de croisé et qui pense qu'il faut absolument qu'on répare ce qui est déchiré sur la résonance. Je pense que c'est ça, ça nous amène, nous autres aussi, comme cliniciens, comme physiothérapeutes, d'être capable d'avoir un peu cette patience-là, puis d'être capable de la transmettre à notre patient aussi. Je pense qu'avec nos approches en clinique, nos programmes d'exercice, on est capable de remettre une grande majorité des gens très fonctionnels à reprendre des activités. Puis, un peu souvent, ce que je veux dire, c'est que mon critère ultime à référer un client là, vers un orthopédiste, ça va être vraiment l'instabilité. Est-ce qu'à la reprise, soit dans sa fonction, la reprise de ses activités, il reste avec une instabilité qui, là, va être pertinente à aller réparer? Parce que, comme tu le disais, ton travail, c'est de reconstruire le ligament croisé antérieur. Fait qu'au niveau de la douleur, l'impact est peut-être moins là, ou en tout cas, il y a moins de corrélation à dire on t'opère, tu vas avoir moins mal. La corrélation est plus importante au niveau de on t'opère, on va probablement aller arranger l'instabilité que tu vas avoir. Mais encore là, dépendant de ce que la personne, les objectifs de la personne, sa fonction, ses activités, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération dans notre prise de décision. Ça reste que je pense pas que c'est une chirurgie qui est extrêmement compliquée, que les résultats sont bons chirurgicalement. Par contre, par rapport aux chiffres que je disais tantôt, il y a quand même la moitié des gens qui retournent à un niveau compétitif. Puis ça, c'est pas nécessairement à cause de la chirurgie en tant que telle. Cette chirurgie-là, c'est une partie de la réadaptation totale. Fait qu'il faut s'assurer que la personne est consciente de ça, puis qu'il va embarquer un peu dans notre plan de traitement, puis de s'assurer de maximiser ça pour optimiser son retour à sa fonction. Fait que, je pense que c'est vraiment un tout qu'il faut être capable de bien exposer aux gens pour s'assurer qu'on va prendre la meilleure décision possible. Donc, finalement, on est avec notre patient. On se rend compte que l'instabilité est très problématique, qu'on s'en va sur un athlète qui fait des sports avec quand même un risque plus élevé. On s'en va vers l'avenue chirurgicale. Je vais peut-être faire juste une petite parenthèse, là, un peu de préparation pré-op. Il y a quand même beaucoup d'études qui démontrent que plus la personne va arriver dans des conditions optimales avant l'opération, plus un peu le output de sa réadaptation va être bon. Idéalement, on va s'assurer d'une mobilité qui est pas mal complète, d'un genou qui est peu inflammé et avec un quadriceps qui va être réactif.
Puis ça, c'est quand même des choses qu'on est capable d'aller chercher, notamment en physiothérapie, qu'on est capable d'aller chercher pour bien préparer la personne finalement à optimiser le travail que le chirurgien va être capable de faire par la suite. Donc, le patient est dans ton bureau. On parle de la chirurgie. Je pense qu'une chose qui est intéressante, puis tu l'as mentionné un peu tantôt, le type de greffon, la technique qui va être utilisée. On lit dans la littérature, il y a quand même beaucoup d'options. Un autogreffe, un allogreffe. Dans les autogreffes, on a beaucoup de sites de prélèvement je dis beaucoup, on a 3-4 sites de prélèvement qu'on peut aller chercher notre nouveau greffon. Faites quoi un peu les critères? Qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir un plus que l'autre? Écoute, je pense que juste pour compléter, dans nos indications opératoires, on parlait de la douleur. Encore une fois, identifier la cause de la douleur deviendra importante. On a parlé des ménisques. Je pense qu'aujourd'hui, dans les dernières années, on recommence à s'intéresser encore plus aux ménisques par rapport au traitement, soit de la patience. De plus en plus, on recommence à parler des réparations méniscales pour éviter évidemment les conséquences d'une perte méniscale. Donc, un patient qui risque d'avoir de l'instabilité, s'il décide de ne pas être opéré, on va lui demander d'être très prudent dans les activités qui pourraient amener de l'instabilité, justement pour protéger les lésions méniscales. Donc, lorsqu'on fait une intervention pour un ligament, lorsqu'on se décide à aller vers la chirurgie, d'abord, souvenons-nous toujours qu'on le fait maintenant tout le temps par arthroscopie. L'arthroscopie, c'est un excellent outil diagnostique parce que ça nous permet de vraiment explorer tous les compartiments dans le genou, voir la qualité cartilagineuse, voir les ménisques, donc aborder les problèmes secondaires aux problématiques ligamentaires. Et ça, c'est important parce que ça pourra nous aider à établir aussi un certain pronostic au niveau de la guérison et de la récupération fonctionnelle, à savoir s'il y a une lésion cartilagineuse plus importante qu'on pensait ou une atteinte méniscale plus importante qu'on pensait. Ça peut modifier surtout le moyen et le long terme par rapport à ces blessures-là. Maintenant, dans les choix de reconstruction par greffe, disons que les standards actuels, ça demeure encore les autogreffes. Autogreffe, ça veut dire qu'on prend un tendon sur le patient même. Les tendons les plus utilisés actuellement, c'est soit les tendons des ischio-jambiers, qui sont le semi-tendineux ou le gracilis, ou encore une portion du tendon rotulien avec des attaches osseuses. Dans les années 90, le tendon rotulien était nettement plus populaire. Puis, par la suite, dans les débuts des années 2000, les ischio-jambiers sont devenus intéressants puisqu'on a eu des technicalités et des outils qui nous ont permis de travailler un peu plus adéquatement avec ces ischio-jambiers-là. Ce qu'il faut regarder, évidemment, dans tout ça, c'est les résultats qu'on va obtenir avec nos chirurgies, puis les effets secondaires d'un site donneur qui pourraient être désagréables. Le tendon rotulien, c'est une excellente opération au niveau de la stabilité. Il y a un petit peu plus d'inconfort au niveau du devant du genou, les positions à genoux, les sportifs qui sautent beaucoup pourraient vivre des équivalents de tendinite dans cette zone-là. J'ai plus une douleur cicatricielle résiduelle qu'une tendinite en ce qui me concerne, mais ça peut être un problème. Ceci étant dit, ce n'est pas majeur comme situation. J'en ai fait tellement pendant tellement d'années que je ne peux pas dire que c'est une situation qui m'empêcherait de faire un tendon rotulien de nos jours. Pour ce qui est des ischio-jambiers, c'est une technique légèrement plus facile. Donc, pour les gens qui font occasionnellement cette chirurgie-là, c'est une chirurgie qui est faite relativement plus facile qu'un tendon rotulien. C'est une chirurgie qui donne de bons résultats au niveau de la stabilité aussi, quoique certaines études semblent dire que le tendon rotulien est un peu plus solide, mais ça ne se manifeste pas vraiment sur le plan fonctionnel. Au niveau du site donneur des ischio-jambiers, potentiellement moins de problèmes, mais il y a certains patients qui manifestent des inconforts résiduels, comme des sensations d'avoir eu un claquage musculaire, une petite faiblesse quand ils font certains mouvements de flexion du genou. Donc, il y a certains sports qui vont peut-être influencer notre décision. Un sport qui est très brutal chez un patient qui est très physique, qui est costaud. Peut-être que le tendon rotulien est légèrement plus solide. Les sports où on saute beaucoup, on court beaucoup, le tendon rotulien peut amener une douleur à la pression. Pour ce qui est des ischios, les sports où on doit écarter beaucoup. Dernièrement, j'ai eu des discussions avec des entraîneurs d'équipe taekwondo. C'est des sports où ils ont beaucoup à étirer leurs jambes, donc de faire des grands écarts qui pourraient tirer sur les ischio-jambiers. Donc, la zone cicatricielle semble donner un problème aussi. Donc,
on a de très bonnes chirurgies, de bonnes techniques, puis on peut être influencé un peu par le type d'individu, le type de sport. Et je pense que quelqu'un qui fait beaucoup de chirurgie de croisée antérieure devrait être à l'aise à faire au moins 2 bonnes techniques avec des autogreffes. Pour ce qui est des autres, on a parlé d'allogreffe. Ça, c'est plus un tendon sur un prélèvement de cadavre. C'est quelque chose qui se médiatise beaucoup quand on regarde un peu de littérature, mais en réalité, je pense que c'est surtout un outil intéressant dans le domaine des revisions de reconstruction de croisée antérieure. Un allogreffe amène toujours un petit peu plus de risques par rapport aux peut-être maladies transmises. Les risques, d'abord, c'est un peu plus coûteux, ainsi qu'un temps de guérison ou d'incorporation ligamentaire qui est possiblement un petit peu plus long. Donc, dans l'expertise de bien des chirurgiens, dont un peu mon expertise à moi, c'est de garder les allogreffes plus dans un contexte de revision ou d'une deuxième revision lorsqu'on commence à manquer un petit peu d'autogreffe, si on veut. Puis on ne veut peut-être pas utiliser non plus les greffons sur le membre opposé pour se protéger par rapport à ça. Peut-être une petite parenthèse. Je sais que ce n'est pas nécessairement une technique que tu pratiques beaucoup. Puis j'ai l'impression qu'on en entend moins parler dans les dernières années, mais ligament synthétique, un petit peu peut-être l'historique un peu du ligament synthétique, puis le futur de ça, peut-être. Vers où on va? Ouais, le ligament synthétique, autrefois, on parlait que les réparations ligamentaires n'avaient pas toujours donné de bons résultats. Dans le fond, on essayait d'attacher le croisé antérieur puis tirer sur le morceau d'os puis espérer qu'il va cicatriser là. Mais on réalisait beaucoup que plus ou moins bien vascularisé, le ligament avait tendance à se dégénérer. Donc, on s'est dit, ben, si le ligament ne peut pas le réparer, il faut bien le remplacer. Bon, c'est là qu'on a commencé à faire différentes modalités, dont les différentes structures synthétiques, les tendons avec du dacron, avec des fibres de carbone, toutes sortes de choses qui sont arrivées, je dirais, plus dans les années 80, fin 80, avec des résultats quand même ordinaires, avec beaucoup de phénomènes inflammatoires dus à des corps étrangers qui étaient mis dans le genou. Par la suite, on a eu des ligaments qui étaient plus des ligaments d'augmentation, si on veut. Donc, on essayait de prendre une espèce de synthétique, puis on entourait avec du ligament naturel ou du tendon naturel pour essayer d'augmenter, si on veut, la force du tendon qu'on utilisait pour faire la reconstruction. Avec le temps, on a réalisé qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'avantages. Encore une fois, c'était coûteux. Puis il y a beaucoup de patients qui ont vécu des phénomènes de réaction inflammatoire à corps étranger à l'intérieur d'eux. Il y a encore certains orthopédistes qui utilisent des ligaments synthétiques comme le LARS, qui est peut-être un peu celui qui est connu. Je dirais qu'aujourd'hui, techniquement parlant, le seul avantage du ligament synthétique, c'est que je n'ai pas besoin d'une revascularisation. C'est une corde. Lorsque le ligament synthétique est bien incorporé dans l'os, il va tenir. Donc, on pourrait peut-être aller chercher un petit 2 mois, 2-3 mois plus rapide pour un retour sportif. Par contre, un ligament synthétique, c'est quelque chose qui a tendance à se briser, à se désagréger. Donc, le taux de rupture est assez important. Est-ce qu'il y a encore de la place? Possiblement dans certaines chirurgies de multiples ligaments, plus que dans les chirurgies isolées ligaments croisés antérieurs. Donc, les ligaments comme des luxations de genoux qui impliquent les croisés antérieurs, postérieurs, les ligaments collatéraux. Disons qu'il y a un certain tricotage avec du synthétique qui peut nous aider, puisqu'on manque d'autogreffe puis que souvent on a besoin d'aller chercher des suppléments. Mais lorsqu'on est rendu dans ces conditions-là, on appelle ça retrouver un genou fonctionnel, mais c'est devenu plus un genou hyper sportif. Alors, y a-t-il un futur où on s'attend-tu à des nouveautés? On voit des choses des fois passer dans la littérature, parler de réparation. Dans la dernière année, j'ai été témoin de 2 patients avec réparation. C'est-tu quelque chose qui a un avenir, des nouveaux matériaux, des nouvelles approches techniques? Y a-t-il des choses qui s'en viennent dans les prochaines années? Moi, je pense que ce que je dis déjà depuis un certain temps, la meilleure façon d'avoir le moins de blessures ligamentaires et le moins de chirurgie à faire, c'est qu'il y en ait moins. Donc, la prévention par un programme d'exercice devient important dans les sports. Pour ce qui est de l'aspect plus chirurgical, moi, je doute que la réparation ligamentaire redevienne une chirurgie très adéquate compte tenu de l'expérience qu'on a eue il y a plusieurs années. À moins qu'on soit très anatomique dans notre réparation, mais il va falloir toujours se supporter avec des augmentations quelconques, encore une fois, des autogreffes.
ou peut-être des synthétiques. Moi, je doute que les synthétiques soient quelque chose qui soit dans le futur immédiat. Il y a les chirurgies extra-articulaires associées, peut-être, qui pourraient être rajoutées parce qu'on peut toujours se poser la question, est-ce qu'une déchirure du croisé antérieur est une réalité en termes de blessures isolées? Beaucoup de monde ont des doutes là-dessus en disant, bien, si tu brises un croisé antérieur, il y a probablement des éléments de capsule articulaire ou ligaments en périphérie qui sont blessés aussi. Donc, on aura peut-être besoin d'aborder aussi, ce qui peut rendre une technique chirurgicale un peu plus complexe. Donc, peut-être que les gens se mettent encore la tête dans le sable en disant, bon, on va juste faire le croisé puis ça va être bon pareil. Oui, c'est bon dans bien des cas, mais dans le petit pourcentage de gens qui ont peut-être moins bons résultats, peut-être qu'on a sous-estimé les blessures périphériques capsulaires qui auraient peut-être nécessité d'être abordées un petit peu plus à ce moment-là. Excellent, intéressant. Parfait. On a choisi notre greffon, la chirurgie est faite. Je vais peut-être te laisser commencer, puis j'enchaînerai par la suite, parce que j'ai l'impression qu'on revient en tant que physiothérapeute dans l'équation suite à la chirurgie. Mais de votre côté, les orthopédistes, un peu vos objectifs à court, moyen, long. Peut-être on va commencer avec court, moyen terme. À quoi vous attendez un petit peu dans les jours suivant la chirurgie? Quel genre de suivi vous faites? Puis un peu vos objectifs. Des fois, on a peut-être l'impression que la communication n'est pas toujours facile entre dans le fond, le physiothérapeute et le médecin traitant, le chirurgien. Savoir si, bon, on est-tu sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on recherche les mêmes objectifs? Et de votre côté, ça ressemble à quoi? À quoi vous vous attendez comme évolution à court, moyen terme? Mm. On est beaucoup dans la génération, dans l'ère des protocoles. Je pense que c'est important d'avoir une espèce d'idée ou un canevas de travail par rapport à notre réadaptation, court, moyen et long terme aussi. Là où je pense que les orthopédistes ou les gens doivent faire un effort, c'est bien documenter ce qui a été fait comme intervention pour qu'on puisse rentrer dans le protocole et adapter notre protocole à chaque individu. Donc, encore une fois, si j'ai fait une mini-sectomie partielle, si j'ai fait une réparation méniscale, si j'ai fait un traitement au niveau du cartilage, ça peut modifier notre approche à court et moyen terme particulièrement. Et ça, je pense que c'est important de renseigner les équipes de réadaptation à cet effet-là. La première chose en général qu'on veut viser lorsqu'on travaille à court terme, c'est d'éviter des complications post-opératoires. On veut éviter qu'il y ait une hémorragie ou une hémarthrose trop importante qui pourrait compromettre la mobilité articulaire. Donc, ce qu'on veut, c'est de contrôler l'enflure, redonner une certaine mobilité rapidement au niveau du genou, garder un certain contrôle musculaire, surtout au début, pour ne pas inhiber une musculature qui serait difficile à récupérer. Dans les premiers jours, on va jouer quand même relativement sage parce que, encore une fois, il n'y a pas d'urgence à être trop agressif si on veut, parce que tout ce qu'on cherche à ce moment-là, c'est des fois de créer une inflammation. Alors, moi, j'ai quand même la chance d'être entouré de bonnes équipes de physiothérapeutes dans bien des milieux, que ce soit Québec ou que ce soit dans les environs. Et à chaque fois que j'envoie les gens, à peu près à 1 mois de leur chirurgie, je leur dis toujours, j'ai des objectifs. Les objectifs, c'est de s'assurer qu'évidemment, sur les plans cicatriciels, tout évolue bien, qu'on a un genou qui n'est pas trop enflé après 1 mois, qu'on a une mobilité, même si on a un léger déficit d'extension, ça ne m'inquiète pas, qu'on soit capable d'aller chercher au moins notre 110, 120 degrés de flexion et que les gens soient capables de contracter leur musculature de façon adéquate, c'est-à-dire bien recruter le plan musculaire. On parle du VMO, c'est l'aspect musculaire du quadriceps surtout. Je suis conscient qu'ils vont avoir de l'atrophie musculaire. Il n'y a personne qui s'en sauve sans avoir un peu d'atrophie, mais au moins, si on recrute bien, ça veut dire qu'on va bien contracter et on vient bien développer notre musculature. Ça, c'est ce que j'appelle ma visite à 1 mois, l'objectif. Ce qu'il faut noter, se souvenir, et ça, je pense que c'est important, évidemment, le docteur, les thérapeutes et le patient, de les renseigner un peu sur l'aspect biologique d'une reconstruction ligamentaire. Ce qu'on veut, c'est de remettre une greffe de ligament qui va se revasculariser progressivement et qui, sur plusieurs mois, va se ligamentiser pour devenir un ligament avec des fibres de collagène adéquates, un ligament qui va être capable de résister au stress. Et ça, c'est une question purement biologique qu'on ne peut pas toujours contrôler. Donc, même si on voudrait faire courir le patient après 2 semaines, on va le faire enfler, on va nuire à la revascularisation de notre greffon, puis on va perdre notre greffon. Donc, ça, c'est la partie la plus importante.
On a des normes. On sait que le premier mois, on veut récupérer notre mobilité. Rendu à 3 mois, on veut que la mobilité soit, même si elle n'est pas complète, presque complète, que le contrôle musculaire soit adéquat et que le genou soit toujours dans une condition la moins enflée possible pour voir si on peut se permettre de recommencer un programme d'entraînement physique un peu plus complet. Quand je dis programme d'entraînement physique, pour les gens que je soigne, je leur dis toujours, c'est une situation de globalité. On recommence à travailler un petit peu le bas du corps, le haut du corps, un peu de cardio pour se remettre en forme tout en respectant, encore une fois, la greffe ligamentaire. Et là, on continue comme ça pendant 6 à 8 mois jusqu'à temps qu'on puisse évaluer éventuellement les possibilités de retour sportif, dépendant et de la stabilité du genou et de notre feeling sur le ligament. Puis, dépendant des recherches de retour sportif, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que le physiothérapeute pense que notre patient est assez vif au niveau musculaire, proprioceptif pour se protéger par rapport à son retour sportif? Excellent. De notre côté, on parlait de protocole, puis c'est un peu ça. Les protocoles peuvent différer, je pense, d'une région à l'autre, d'un établissement à l'autre. Puis je pense que c'est important, tu l'as mentionné. Le protocole reste un guide sur lequel on s'appuie, puis qu'il y a des évidences qui ont été démontrées. Par contre, je pense qu'il faut être, comme clinicien, être capable d'être capable de bien juger, pas seulement par rapport à une question de temps, mais un peu par rapport aux objectifs qu'on se fixe par rapport à ces phases-là dans notre protocole. Chaque personne va évoluer différemment. J'ai tendance à dire que le monde va arriver dans une finalité qui devrait se ressembler, mais évidemment, pour se rendre là, ça peut varier d'une personne à l'autre. Je pense qu'il faut être à l'aise, puis il faut être bon, d'être capable de modifier ça ensuite un petit peu à comment le genou va répondre. Tu mentionnais aussi, pour moi, les objectifs à court terme. La chirurgie, c'est un peu, on a retraumatisé le genou. Fait que le 4 à 6 premières semaines, on est encore en gestion beaucoup de cette entorse-là. Fait que comme on a fait un peu en aigu lors du traumatisme, on veut tranquillement gérer la douleur, gérer l'inflammation. On veut tranquillement aller rechercher une mobilité. Tu as parlé d'une espèce de contraction musculaire qui est super important. Il faut être capable de bien activer notre quadriceps. Si on n'est pas capable de bien l'activer, on ne sera jamais capable d'aller chercher nos exercices de renforcement, de contrôle. Puis on va être toujours sur un genou qui va avoir tendance à s'irriter beaucoup. Une chose qu'on aime quand même aller chercher vite, sans aller nécessairement chercher une hyper-extension, mais l'extension est quand même quelque chose qui est important à aller gagner rapidement et souvent un peu plus que la flexion. Ça nous permet après ça de travailler sur des exercices qui vont aller recruter plus facilement notre quadriceps. Ça va nous permettre d'aller chercher un patron de marche qui est le plus normal possible. Puis pour moi, comme physiothérapeute, c'est souvent mes objectifs numéro un. D'être capable d'aller chercher un patron de marche normal, d'avoir un bon contrôle de l'inflammation, d'aller chercher justement mon extension complète, puis un quadriceps qui va être capable de bien se contracter. À partir de ça, une fois qu'on a cette base-là, c'est beaucoup plus facile de progresser nos exercices. On va avoir un genou qui va avoir tendance à moins être inflammatoire, moins sensible, moins douloureux. C'est beaucoup plus facile aussi d'aller chercher un patron moteur de qualité avec des mouvements qui sont bien faits. Fait que d'installer une bonne base jusqu'à peu près un genre de 2 mois et demi, 3 mois. Après ça, tranquillement, un peu augmenter la charge pour là aller développer des qualités beaucoup plus musculaires qui vont être, après ça, progresser dans le temps selon les objectifs encore du patient, selon ses exigences sportives. Puis ainsi de suite, on va aller chercher une spécification dans nos exercices pour être capable de ramener le patient à ce qu'il veut faire par la suite. Mais je pense que les premières phases sont cruciales si on veut partir du bon côté, d'être capable d'avoir une certaine patience, de respecter un peu comment le genou réagit suite à la chirurgie. Des fois, si on en fait trop vite, on reste dans une espèce de synovite chronique qui va nous ralentir au bout de la ligne. Je donne souvent l'exemple un peu de la fable du lièvre et la tortue. Les deux finissent pas mal en même temps à la fin, même la tortue va gagne dans la fable.
Mais des fois, si on est trop vite, trop pressé, ça finit toujours un peu par nous rattraper. Fait que, nos objectifs un peu dans le temps sont comme ça, qui vont nous amener vers la fin en concertation. Puis ça, je pense que c'est là qui est important de travailler en équipe, d'être capable d'avoir un chirurgien qui est disponible, qui est là, qui est capable de prendre part à cette prise de décision-là. Mais sur le retour aux activités, le retour au jeu, au retour de compétition, puis être capable de bien instaurer justement dans nos protocoles des critères sur lesquels on va se fier. Puis c'est là des fois qu'il faut être que c'est important que ce n'est pas juste un nombre de mois, un nombre de semaines, mais des critères qui vont nous permettre de dire, parfait, on minimise ou on maximise le plus possible le potentiel de retour au jeu en minimisant le plus possible les risques. Malheureusement, il n'y a pas de risque zéro. Puis le fait d'avoir eu cette blessure-là initialement va faire que le genou ne reviendra pas comme il était avant. On parle d'une reconstruction. Fait que, au niveau physiothérapie, ça ressemble un peu à ça, le genre d'évolution. Il y a des activités qui, au courant de ça, on a parlé un petit peu de la course tantôt, ça risque d'être des activités en impact qui ne sont pas nécessairement très, très à risque pour le ligament croisé antérieur en tant que tel, mais ça reste que c'est une activité qui peut être irritante pour le genou. Donc, c'est une activité qu'on va souvent plus commencer autour de 3 à 4 mois. Encore là, je parle d'un temps, mais qu'il va falloir qu'on base sur des critères qu'on va objectiver par rapport au contrôle musculaire, à l'inflammation du genou, la mobilité. Avec des choses que le patient devra avoir déjà acquis avant d'essayer trop d'en faire au niveau d'activité d'impact. Si on parle maintenant des complications, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Un peu de ton côté, qu'est-ce que tu peux voir comme complications? Encore une fois, on peut travailler en court, moyen, long terme dans une réadaptation d'un genou. À nous, la complication la plus peut-être sévère initiale, qui n'arrive pas trop souvent, mais je dirais peut-être 0,5 % des risques, c'est les infections. Tout geste chirurgical n'est pas sans risque d'avoir une infection. C'est quand même relativement rare dans le contexte où on a une clientèle qui est jeune, en bonne santé. Donc, c'est des patients qui sont absolument capables de tolérer une chirurgie avec moins de risques. N'empêche que c'est une complication qui est majeure. Ce n'est pas très subtil. Habituellement, les gens deviennent très symptomatiques, très souffrants. Le genou devient gros, chaud, les gens font de la température, ils ont l'air malades. Et c'est des choses qu'on va souvent voir dans les 2 à 3 premières semaines. Habituellement, ce n'est pas subtil du tout, du tout. Et si on a une complication de jambe, on n'a pas le choix. C'est comme si on avait une abcès dans le genou. Il faut aller le nettoyer, il faut aller le laver. Donc, ça prend une chirurgie arthroscopique. Puis souvent, les gens ont besoin d'une antibiothérapie, souvent pendant 4 à 6 semaines, qui doit souvent se donner presque toujours par les intraveineux. Heureusement, ce qu'on a observé un petit peu dans la petite expérience qu'on a et un petit peu dans la revue de la littérature, c'est que ça ne compromet pas nécessairement le résultat futur. C'est-à-dire que si on prend bien en charge l'infection, qu'on la traite bien et que tranquillement, par la suite, on reprend notre programme de physiothérapie dans les jours et les semaines qui suivent la deuxième chirurgie, on peut récupérer notre genou, puis on peut probablement réussir à conserver le ligament. Mais il y a peut-être un peu de risque quand même, compte tenu que c'est une chirurgie de reconstruction, qu'on puisse perdre le greffon. Mais encore une fois, l'infection n'est pas un absolu comme de quoi ça va mal finir. Les autres complications, c'est plus, évidemment, à court terme, il y a toujours les thrombophlébites, les embolies pulmonaires, des choses qui sont reliées à tout geste chirurgical orthopédique. Mais sur une clientèle habituellement sportive et jeune, c'est des complications rares. J'en ai déjà vu, mais habituellement, c'est des complications mineures qui récupèrent quand même très bien. Le côté plus mécanique de la chose, on a parlé tantôt de la perte de l'extension qui est difficile à récupérer. Donc, le côté ankylose articulaire. Ne pas récupérer l'extension complètement, avoir de la difficulté à récupérer de la flexion. Ça, c'est là que c'est important quand on parle d'une certaine ankylose ou d'une mobilité qui est difficile à récupérer. Est-ce que c'est strictement un contexte ankylose articulaire ou ce qu'on peut appeler, nous, de l'arthrofibrose, c'est-à-dire un peu trop d'adhérence ou de cicatrice intra-articulaire?
Mais il y a aussi, malgré le beau travail que les thérapeutes peuvent faire, malgré tout ce qu'on peut faire, si on n'y arrive pas, on peut se poser la question, est-ce que notre chirurgie a été adéquate? Est-ce que notre ligament est bien positionné dans le genou? Donc, l'emplacement des tunnels osseux lorsqu'on a fait la chirurgie, fait-elle en sorte que ce ligament-là ne nous permet pas de récupérer ni l'extension ni la flexion? Alors ça peut nécessiter une certaine investigation par imagerie supplémentaire si on n'arrive pas à récupérer de notre perte de mobilité. Si on a vraiment plus un contexte arthrofibrose, c'est là que des fois, on peut travailler en équipe avec l'équipe de physio, à savoir est-ce qu'on modifie la façon de faire notre physio? Est-ce qu'on doit utiliser une médication supplémentaire de type anti-inflammatoire? Est-ce que parfois une infiltration de corticostéroïdes intra-articulaires à 3-4 mois peut nous aider? C'est toutes des choses qu'on peut faire. Ça n'arrive pas tellement souvent, mais lorsque ça arrive, c'est désagréable et ça augmente le temps de récupération. De là, en ce qui me concerne, on a parlé tantôt de bien préparer un patient par rapport à sa chirurgie. Même si je sais qu'il y a de la controverse dans la littérature, on a tendance à aimer beaucoup mieux effectivement opérer un genou qui n'est pas trop enflé, qui n'est pas trop inflammatoire, qui a déjà bien récupéré sa mobilité avec un certain contrôle musculaire. Donc, on traite quelqu'un qui a l'air d'avoir bien récupéré de sa chirurgie. Alors que lorsqu'on traite quelqu'un qui est inflammatoire, qui est ankylosé, qui n'a pas un bon contrôle musculaire, je pense qu'on se met à risque beaucoup plus de revivre cette condition-là en post-opératoire d'une chirurgie sur un genou qui est peut-être mal préparé. Donc, la préparation d'un patient préopératoire, elle est autant physique, ce qu'on a discuté quand même passablement. Je rajoute un petit peu le côté psychologique. Les gens, des fois, quand ils se blessent un ligament, il y a une petite déprime. Ils viennent de perdre leur saison, ils ont peur de ne pas être capables de recommencer, ils vont être en retard l'année prochaine, ils ne feront pas l'équipe. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. À un moment donné, il faut un petit peu s'asseoir sur le bobo et dire, écoute, là, on va récupérer notre blessure, on va se préparer à une chirurgie éventuelle. Je pourrais dire que les gens, tranquillement, ils redeviennent un petit peu plus adéquats dans leur psychologique par rapport à l'intervention, la réadaptation, parce que ce qui est difficile dans tout ça, c'est pas la chirurgie tant que ça, c'est beaucoup plus la longue période de réadaptation et l'absence de la capacité de faire ces sports. Good, excellent. Parfait. Finalement, on a une bonne réadaptation. Tout va bien, on n'a pas eu de complications. On arrive justement vers la fin de la réadaptation. Un peu nos critères de retour au sport. Car là, on parlait d'une réadaptation qui est rendue, on parle plus d'autour de entre 8 et 10 mois, même beaucoup d'études dernièrement qui parlent plus de 9 mois, là, qu'on augmente de façon considérable nos chances. Dans le fond, on diminue nos chances d'avoir une rérupture en attendant un petit peu plus longtemps. Côté physiothérapie, on a ce qu'on essaie de faire, puis je pense que c'est très important de bien le faire, de ne pas juste se fier aux critères de temps, mais d'avoir des bons tests objectifs pour bien situer où est rendu l'athlète, qui nous aide dans notre prise de décision, qui nous permet aussi de modifier aussi notre plan de traitement, à savoir s'il y a des lacunes à quelque part qu'on pourrait modifier. Je pense que la partie objective est importante, ça nous prend des chiffres, mais la partie subjective est aussi importante. On parle de qualité de mouvement qui est importante. Est-ce que la personne a un bon contrôle? Puis ça, d'être capable de le performer, oui, dans un test qu'on va faire, un drop jump, un squat sur une jambe, mais d'être capable de transférer ça aussi dans sa fonction, dans ses exigences. C'est quelqu'un qui joue au soccer, est-tu capable de faire un changement de direction de façon adéquate en utilisant une bonne stratégie, en ayant un bon contrôle? De mon côté, les tests que je vais essayer de faire la plupart du temps, un test de force, évaluer un petit peu force quadriceps, ischio-jambier qu'on va comparer gauche-droite. Des tests de saut, fait que le hop test, le triple hop test, le crossover. Des tests qu'on va pouvoir objectiver la distance de saut, encore une fois, comparé gauche-droite. Puis on peut utiliser ces tests-là aussi au niveau de la qualité du mouvement, de voir est-ce qu'il y a un bon contrôle aussi qui est fait. Autre chose que j'essaie d'intégrer de plus en plus dans ma prise de décision, qui des fois on a tendance à négliger, puis tu en as parlé, tu viens d'en parler justement, c'est l'aspect psychologique par rapport à ça. Est-ce que l'athlète est prêt à retourner au jeu? Fait que c'est pas juste une question de physiquement, il est prêt, mais est-ce que mentalement, il est prêt à revivre ça?
Puis, tu sais, la majorité des gens vont s'être blessés justement dans l'activité qu'ils vont reprendre. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à refaire ça? Fait que d'essayer de passer un petit questionnaire pour, pour voir un petit peu où il se situe par rapport à ça. Puis encore une fois, dans la littérature, c'est quand même un des facteurs principaux du non-retour au jeu ou d'un peu la limite d'atteindre le niveau qu'on avait avant la blessure. Donc, je pense que c'est une chose qui est importante, qu'il ne faut pas négliger. L'autre chose aussi, c'est que lors de notre prise de décision, je pense que comme clinicien, il faut s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Le patient, le physiothérapeute, le chirurgien, le coach, sur comment on va faire ce retour-là. L'autre chose aussi, c'est de ne pas avoir peur de la retarder, de retarder ce retour au jeu-là. Des fois, on a un peu cette pression-là. C'est le début de la saison, compétition importante. Fait que d'être capable de s'asseoir et de bien expliquer un peu les conséquences d'un retour au jeu qui est trop hâtif. Quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ben, moi, je pense qu'effectivement, la combinaison de l'équipe multidisciplinaire autour va être importante. Encore une fois, ça dépend qui on soigne. Est-ce qu'on a soigné un sportif récréatif du dimanche qui, lui, n'a pas nécessairement une obligation de performance quand il va recommencer à faire du sport. Il va aller jouer au tennis pour le plaisir, il va aller jouer au beach volleyball quand il s'en va à Old Orchard l'été, c'est correct. Là, ou il va faire un peu de ski le dimanche après-midi, c'est ça qu'on vise. Mais si on va chercher un athlète de plus haut niveau, là, c'est différent parce que là, c'est la performance, non seulement jouer ou faire son sport, mais c'est d'essayer de redevenir performeur. Et comme j'explique beaucoup, quand on a des entraîneurs ou des coachs, il faut qu'ils comprennent ça. Évidemment, si c'est un sport de compétition, le coach va avoir la meilleure équipe sur le terrain ou le meilleur athlète possible prêt à compétitionner. Ils vont moins pardonner l'erreur, vont moins pardonner le moins bon résultat, ce qui peut être difficile pour l'athlète d'avoir l'impression que malgré toute sa bonne volonté, le coach ne veut plus le faire jouer. Fait que c'est un travail d'équipe vraiment qui est important. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être réaliste dans notre approche, réaliste dès le départ, de faire comprendre. Puis moi, c'est ce que je dis à tous les clients que je vais opérer, peu importe leur niveau sportif, peu importe leur âge, je leur dis, mon objectif d'abord, c'est de lui aider à récupérer un bon genou. Une fois qu'il aura récupéré un bon genou, mais il fera ce qu'il voudra avec son bon genou. Il retournera faire du sport compétitif, il retournera faire du sport récréatif, ou il changera son sport tout simplement. Et je pense qu'il faut que les gens arrivent à faire de l'activité physique, de l'entraînement dans un monde confortable. Il y a toute la subjectivité des choses, il y a le questionnaire psychologique, je pense que c'est tout à fait approprié. L'examen physique, pour nous, c'est important. Je parle de la stabilité obtenue dans le genou. Je parle de la qualité musculaire. Je parle du degré inflammatoire du genou. Il y a des genoux qui sont toujours un petit peu enflés. C'est un petit peu tannant. Qu'est-ce que je fais? Je retarde son retour sportif ou je donne des pilules en plus. Moi, ça ne me tente pas nécessairement de donner des pilules anti-inflammatoires. J'aimerais peut-être mieux retarder un petit peu cette situation-là parce que si son genou est enflé, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui l'irrite, il y a encore quelque chose qui n'est pas parfait et ce n'est pas sûr qu'il va être capable d'obtenir un contrôle moteur adéquat sur un genou qui est un petit peu inflammatoire. Alors, dès le départ, encore une fois, je pense qu'être réaliste avec les patients, c'est important. Et comment ils me diraient, je vais recommencer à quand à jouer au hockey? Bien, tu vas recommencer quand ton genou va être prêt à le faire dans 7, 8, 10 mois, dépendant de ce que tu vas aller chercher comme résultat. Puis, il y a des gens qui, malheureusement, vont avoir des résultats un petit peu décevants. Il y a des gens qui, par eux-mêmes, effectivement, vont dire, regarde, c'est terminé le soccer, je vais lâcher ça. Mais ce qui est important pour moi, c'est que je vais aller faire du vélo puis faire mon jogging, moi, être heureux. Parfait. T'sais. Alors, il faut rester encore dans la réalité d'une blessure majeure qui compromet des carrières sportives pour des athlètes, qui compromet certains sports pour d'autres, mais qui, normalement, si on gère bien la situation, on devrait quand même leur permettre de faire une vie active. C'est ça qu'on vise. Je pense que c'est ça, d'être bon, d'être capable de bien personnaliser justement notre protocole aux exigences, aux objectifs, puis à ce que la personne va avoir besoin de faire plus tard. Retour, si on reste peut-être plus avec nos athlètes, là, mais retour au sport avec un orthèse ou sans orthèse, si on parle peut-être plus des sports avec changement de direction, basket, soccer, football.
j'ai l'impression qu'il y a peut-être 15-20 ans, c'est tout le monde qui recommençait à faire leurs activités devait en porter une. Là, j'ai l'impression qu'on en voit de moins en moins et pratiquement quasiment plus. Mhm. Ah, c'est une question sans réponse parfaite, moi, je pense. C'est définitivement, je pense que la genouillère a une certaine place, mais elle est probablement un peu surévaluée. N'oublions jamais que l'instabilité d'un croisé antérieur, c'est une instabilité particulièrement rotatoire et je n'ai pas d'orthèse de genouillère qui va empêcher cette torsion-là au niveau d'un genou. Là où ça peut être intéressant parfois, c'est dans certains sports de contact. Donc, s'il y a des contacts sur le genou, ça peut nous protéger un petit peu. Ou certains sports dans lesquels on veut limiter l'hyperextension qui, des fois, peut amener le genou dans une position plus vulnérable. Ceci étant dit, je pense qu'il y a peut-être plusieurs réponses qu'on pourrait obtenir en jasant avec différents orthopédistes, différents physiothérapeutes, différents intervenants. Dans ma pratique à moi, il y a 3 situations, puis ça représente peut-être environ 20 des gens que je vais opérer, c'est-à-dire les sportifs où il y a des contacts majeurs, donc par exemple les joueurs de football, les skieurs de compétition, tant le ski conventionnel alpin que le ski plus acrobatique en général. Les gens qui sont hyper laxes, je parle souvent de mes jeunes patientes qui jouent au basketball entre 16 et 18, 19 ans. Là, c'est souvent des grandes filles un petit peu hyper laxes. Je les protège un petit peu plus. La deuxième indication, des fois, c'est qu'il y a certains patients dont le genou est un petit peu moins stable qu'on aurait souhaité. Donc, des fois, dans la reprise sportive, le temps de reprendre un peu leur niveau de confiance, le temps d'aller chercher encore une meilleure condition musculaire, ça peut les protéger pendant cette période-là. Donc, c'est peut-être une indication, des fois, d'utiliser. Et la dernière indication, j'appelle ça de certains patients qui tiennent à en avoir une absolument. Ils voudraient avoir une orthèse pour se protéger. C'est peut-être un petit peu psychologique leur demande. Sachons que c'est des genouillères qui coûtent cher et que la plupart de ces genouillères-là ne seront pas payés nécessairement par les assurances ou les assurances maladie. Donc, il faut leur faire comprendre qu'il y a des coûts reliés à ça. Est-ce qu'ils veulent vraiment dépenser pour ça? Ça, il y a des gens qui choisissent de l'utiliser. Donc, globalement, je ne pense pas que ce soit un must, une obligation absolument d'utiliser une orthèse, mais dans certaines conditions bien choisies, ça peut être un dépanneur intéressant quand même. Il y a un aspect aussi, je pense, qui est psychologique. Il y a beaucoup de gens qui ils se sentent plus à l'aise de recommencer avec ça. J'ai l'impression quand même que la compliance a un peu ses limites. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes, surtout, on parlait plus au niveau des athlètes là, qui rapidement ont hâte de s'en débarrasser. Puis, parce que ça change des fois un peu aussi la mécanique du mouvement à la course, qui peut des fois amener d'autres inconforts, d'autres problématiques. Je finirai notre petit entretien peut-être avec un dernier sujet par rapport au ligament croisé, peut-être au niveau plus préventif. On a fait un peu le tour de la prise en charge, un peu le A à Z du début, du moment de la blessure jusqu'à la fin, au retour au sport. Y a-t-il des choses qu'on pourrait faire mieux? Y a-t-il moyen d'amener une certaine prévention par rapport à ça? Encore là, peut-être dans le domaine plus de la physiothérapie, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de choses qui se questionnent là-dessus. On est-tu capable d'avoir des tests prédictifs sur des personnes un peu plus à risque? On est-tu capable de contrôler certains aspects de tout ça? Reste qu'encore là, 70% des gens se font cette blessure-là de façon indirecte, sans contact. Fait qu'un pied au sol, torsion, c'est moyen d'avoir un contrôle musculaire qui est meilleur. Puis ça, au niveau de la physiothérapie, il y a quand même certains aspects, notamment au niveau du contrôle, qui peut être intéressant, des fois de contrôler la mécanique du mouvement, la façon que les gens bougent. Puis je dirais, surtout chez nos athlètes adolescents, l'espèce de 15-22 ans qui commencent à avoir un sport qui est des fois un peu plus exigeant, qui a un niveau de compétition plus important, de s'assurer que dans les mouvements qu'ils ont à faire, ils le font bien. Fait que d'avoir des petits programmes préventifs pour s'assurer justement de minimiser les risques reliés à ça. Je pense qu'il y a un autre aspect qui est important à ne pas négliger, c'est des fois l'aspect un peu de surentraînement.
Alors là, on rentre dans une période où qui a souvent une augmentation qui est assez importante. Évidemment qu'un athlète qui est dans un état de fatigue va se mettre beaucoup plus à risque des fois de moins bien contrôler son mouvement puis d'amener une certaine blessure. Il reste qu'il y a des aspects assez importants qui sont incontrôlables. Il y a d'autres aspects, je pense, qui sont pertinents à mettre un peu de temps, surtout dans des sports à risque qui vont amener beaucoup de changements de direction. Soccer, basketball, football. De s'assurer que les bons muscles travaillent de la bonne façon, de s'assurer d'avoir un plan, une périodisation, un plan de traitement qui tient la route, qu'on n'est pas toujours avec des athlètes qui travaillent dans une surcharge ou dans une fatigue. Je pense que c'est des choses qu'il faut essayer d'appliquer pour, encore une fois, là, s'assurer qu'on limite ce genre de blessures. Je ne sais pas, de ton côté, du côté plus orthopédique, y a-t-il des choses que vous voyez, que vous entendez qui pourraient nous aider à minimiser un peu ce risque-là? Bien, écoute, je pense que je vais plus abonder dans le même sens, c'est-à-dire que toute la préparation physique est importante. C'est sûr qu'il y a des patients, il y a des gens, gars, peut-être particulièrement filles des fois, parce qu'on sait qu'il y en a un peu plus chez les filles, ados, jeunes adultes. Il y a une question de morphologie aussi. Il y a des gens qui ont des genoux valgus vraiment sévères, importants. Il y a des gens qui ont de l'hyperlaxité importante. Puis il y a des gens que tu dis, ils n'ont peut-être pas tout à fait le body pour jouer au football ou jouer au soccer ou faire certains sports un petit peu plus exigeants. Est-ce que je peux leur empêcher de faire ce sport-là s'ils aiment ça? Je ne commencerai pas nécessairement à examiner puis leur dire toutes les hyperlaxes, vous n'avez pas le droit de jouer au soccer puis au rugby. C'est pas sûr qu'on est capable de faire fonctionner ça là-dedans. Par contre, lorsqu'on peut les déceler, ces gens-là, ben, on peut peut-être essayer de l'apporter un programme d'entraînement physique peut-être un peu plus complet. Dans la préparation physique, moi, je remarque, bon, encore une fois, ça fait une trentaine d'années que je suis autour de sportifs dans cette blessure de ligament-là. Je travaille beaucoup avec des programmes universitaires sportifs de bon niveau. Et c'est sûr que moi, je constate qu'au prorata, je vois moins de blessures ligamentaires dans les programmes universitaires que j'en voyais il y a 20 ans. Et moi, je pense que la raison est probablement beaucoup plus parce qu'on a un meilleur entourage d'entraîneurs, de kinésithérapeutes, de physiothérapeutes qui vont aider ces gens-là à faire des programmes d'entraînement très adéquats par rapport à leur sport respectif. Et c'est ce qui fait que probablement qu'à la fin d'une année, bien, le pourcentage de blessures a diminué encore une fois par rapport à il y a une vingtaine d'années. Si on était capable d'apporter le même entourage, le même suivi pour des plus jeunes au niveau secondaire, au niveau collégial, peut-être qu'on pourrait aussi sauver quelques ligaments, mais là, ça prend des gens qui sont disponibles, ça prend des entraîneurs sur place, des kinésios sur place, évidemment, ça prend des budgets pour aller faire de la préparation physique un peu plus. Dans des ligues comme au niveau du soccer provincial, de plus en plus, il y a des programmes d'entraînement physique qui ont été préparés pour les jeunes, pour les enfants qui jouent au soccer, qui devraient être mis dans la main des entraîneurs, des coachs de soccer. C'est bien démontré que si on améliore cette préparation physique-là, on va diminuer le nombre de blessures. Est-ce que les gens ont le goût de le faire sur leur terrain de soccer, c'est-à-dire prendre une demi-heure d'exercice physique puis une demi-heure de moins de soccer? Ça, je ne sais pas si c'est bien fait partout, mais c'est sûr que pour moi, c'est une des choses importantes. On ne pourra jamais nécessairement éliminer puis diviser les sportifs en fonction de leur morphologie. Je ne pense pas qu'on puisse le faire actuellement. Mais c'est sûr qu'il y a des gens que je vois faire certains sports. Je me dis, c'est peut-être pas le sport idéal pour ce gars-là ou cette fille-là. Il n'y a pas le body pour ça. Ils vont le faire pareil, puis ils sont à risque. Puis on le sait, encore une fois, on l'a dit dans nos statistiques de tantôt. Les gens qui se blessent dans un genou augmentent le risque de blessure dans l'autre genou. À la base, c'est peut-être parce qu'ils sont morphologiquement un peu plus fragiles. Puis ça va devenir plus important quand ils se blessent d'entraîner leur genou blessé, mais de maximiser notre programme pour le genou non blessé pour faire de la prévention aussi. En résumé, peut-être pour finir notre entretien, on se rend compte que c'est quand même une problématique, une blessure au genou qui est assez importante. Que le outcome final n'est pas nécessairement tout le temps la chirurgie. Donc, rupture du ligament croisé n'égale pas nécessairement chirurgie. La chirurgie va devenir pertinente quand on va faire une instabilité fonctionnelle qui va limiter le retour aux activités ou à la fonction. La prise en charge est importante. Avec les chiffres, on se rend compte que
encore une fois, le pourcentage de gens qui ne reviennent pas à ce qui était avant est quand même assez élevé. Le pourcentage de re-rupture est quand même assez élevé. Donc, je pense que ça met de l'emphase sur l'importance de la réadaptation post-opération, s'assurer qu'on maximise notre réadaptation, qu'on minimise le risque de se reblesser. Travailler en équipe, individualisé, personnalisé, je pense que nos protocoles, être capable d'ajuster aux besoins, d'avoir des bons critères, d'être capable de prendre une bonne décision dans notre finalité aussi, en équipe par rapport au retour au jeu ou au retour aux activités. On a parlé aussi qu'il y avait différentes options au niveau du greffon qui amenaient un petit peu de différentes prises en charge aussi, différents inconforts. Prévention, je pense que c'est quelque chose qu'on peut régler, qu'on peut aider aussi, qu'on peut améliorer. Évidemment, si on diminue le nombre de blessures, on permet à plus de jeunes et de moins jeunes à continuer à être fonctionnels, à pratiquer leurs activités. C'est ce qui conclut pas mal notre première intervention ensemble avec le Dr Marquis. Je le remercie de prendre ce temps-là avec moi pour discuter de sujets qui m'intéressent, qui le passionnent lui aussi, puis de vous permettre un peu de mieux comprendre, ce genre de problématique-là. Vous comprendrez qu'on n'est pas en live en ce moment. Mais ce que je vous invite à faire, c'est partager sur vos réseaux sociaux cet entretien-là. N'hésitez pas à poser des questions, commentaires, suggestions. Je vais essayer peut-être de répondre justement à ce questionnement-là. Puis ce qu'on fera peut-être, si on voit qu'il y a eu un certain intérêt par rapport à ce premier épisode-là, de voir c'est pas quelque chose qu'on peut remettre ça sur différentes problématiques au genou, peut-être dans un second temps au niveau de l'arthrose au genou. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Merci au Dr Marquis. Ça fait plaisir. Bonne journée, bonne chance tout le monde. Bye bye.